On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le député fédéral de Saint-Jean à la Chambre des communes, Jean Rioux. On va parler de différents sujets, collège militaire, mais entre autres de l'aéroport municipal. On sait que la Ville a envoyé une lettre au ministre Garneau concernant les fameux hélicoptères. Mais d'abord, parlons de Compo-Richelieu, parlons du bilan concernant la cueillette des ordures, le recyclage, les écocentres et le projet de bac brun pour le compostage. C'est le moment de tracer le bilan 2016 des activités de Compo-Richelieu, principalement pour le ramassage des ordures et du recyclage, mais également les écocentres. Il y en a 3 sur le territoire de la MRC du Richelieu. On va parler aussi, au cours de cette entrevue, du bac brun, le compostage. Donc, les projets pilotes sont à nos portes, principalement pour les citoyens de l'île Sainte-Thérèse et de Mont-Saint-Grégoire dans quelques semaines. Avec nous, 2 invités. D'abord, la présidente de Compo-Richelieu, la conseillère municipale Christiane Marcoux. Bonsoir. Bonsoir, M. Latour. Accompagnée de la directrice générale de Compo, Isabelle Deschênes. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, d'ailleurs, j'ai retenu parce qu'à l'occasion du dernier Conseil de ville, vous avez tracé un peu un résumé du bilan. Qu'en est-il de ce bilan 2016 en matière d'ordures et de recyclage? Est-ce qu'on en a ramassé un peu plus, un peu moins? Bref, comment on se compare, comment on se situe? Au niveau des ordures ménagères, on a diminué. Malgré le nombre d'augmentations de portes, on a 225 portes de plus entre 2015 et 2016. Puis on a diminué l'enfouissement d'environ 1000 tonnes, je crois. Est-ce que c'est beaucoup? Oui, c'est très, très bon. C'est très, très bon parce qu'on aurait été censé monter avec plus de portes, mais non, malgré tout ça, on a diminué. Donc, on a 225 portes de plus, mais on a 1000 tonnes de moins à enfouir en termes d'ordures. Oui, environ. Oui. Donc, c'est un bon résultat, oui. ça. Ah oui, c'est un très bon résultat. Très positif. Puis, en ce qui nous concerne, on est convaincus que c'est vraiment en lien avec des initiatives qui sont mises de l'avant beaucoup au niveau de la sensibilisation de la population, l'information également. On sait que l'année dernière, on avait entamé chez Compo-Richelieu tout un processus d'optimisation de notre site Internet, beaucoup de présence au niveau des journaux locaux, affichage urbain. On a poursuivi en 2016 avec une refonte de tout ce qui est brochure d'information, sensibilisation. Donc, ça a des répercussions concrètes au niveau du tonnage destiné à être enfoui, qui est en baisse malgré une légère augmentation. Bien, c'est ça. Donc, on a plus de portes, mais on a moins enfouit moins de déchets. Est-ce à dire que les gens ont recyclé davantage, soit dans la collecte du recyclage ou encore dans les écocentres? Dans la collecte du recyclage, on a un petit peu diminué au niveau du tonnage, malgré là aussi l'augmentation des portes. Mais ça, nous, on dit que c'est plus... ça a changé beaucoup, hein, le recyclage. Il y a beaucoup moins de journaux, chose qui était très lourde. Il y a beaucoup moins de journaux. Maintenant, les gens lisent plus les journaux sur la tablette. Les emballages, les super emballages, il y en a beaucoup moins. Également, tous les plastiques, les bouteilles d'eau, c'est beaucoup plus mince qu'avant. Ça fait que je pense que c'est plus ça. Mais les gens, moi, je vous dirais qu'ils ont pris de bonnes habitudes. Donc, les habitudes de consommation ont changé avec le temps. Donc, les gens ont de meilleurs comportements ou encore de ce qu'on consomme est moins nocif, si on veut, pour l'environnement. Bien, c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs initiatives, là, comme le soulignait Mme Marcoux, là, au niveau de la lutte au suremballage, à titre d'exemple, des matières qui... Les matières qui sont visées, en fait, par le service de collecte des matières recyclables à la porte sont comme en évolution. Toutes ces initiatives-là qui visent exactement, entre autres, à avoir des bouteilles d'eau plus minces, moins de sacs de plastique. On sait qu'il y a même certaines municipalités qui vont jusqu'à bannir les sacs d'emplettes. C'est toutes des initiatives qui sont vertes, qui sont positives quand on est dans le domaine de la réduction des déchets, mais il ne faut pas se surprendre à l'opposé que ça a un impact direct sur le tonnage qui est détourné de l'enfouissement par le service de collecte à la porte. Et quand on a un résultat comme on a connu en 2016, qui est, on va se dire, pratiquement un statu quo versus à 2015, c'est vraiment la preuve que les gens poursuivent leurs bonnes habitudes à la maison. Puis, comme on l'a su là, dernièrement, l'entreprise d'EM Ressources innove dans la région, puis va aller jusqu'à recycler les capsules de café Nespresso à travers le service de la collecte sélective. Donc, il va y avoir une nouvelle matière qui va être ajoutée à ce service-là. Donc, on pense qu'à long terme, ça pourrait contribuer à faire fluctuer le tonnage qui est recueilli par ce service-là. Donc, il faut poursuivre. Il faut poursuivre à avoir confiance au service de la collecte sélective. Qu'en est-il de la performance de nos 3 écocentres?
Un petit peu moins d'entrée, un petit peu moins de matière dans les conteneurs, mais je peux vous dire que certaines matières, ça l'a éclaté, là, on en a qui c'est plus que 100 là, d'augmentation. On parle de quel type? Quel type de matière? Les ampoules fluo, les fluos compacts, ces choses-là. Il y a des matières qui ont monté beaucoup, puis il y a d'autres, là, les conteneurs, ça l'a diminué un peu. On a un petit peu moins de contracteurs qui viennent aussi. Il y en a qui gèrent plus avec leurs propres conteneurs parce que on est de plus en plus sévère. Là, on ne peut pas tout envoyer ça pêle-mêle dans les conteneurs. Il faut séparer plus. Fait que, mais non, on a un petit peu diminué le nombre d'entrées. Pas beaucoup, un petit peu, mais on a un petit peu moins dans les conteneurs, d'apport dans les conteneurs. Mais il y a des matières que ça a explosé. Dans les écocentres, ce qu'on constate, c'est que tout comme avec le service de la collecte sélective, il y a une évolution. Alors, les matières, il ne faut pas juste regarder le poids des matières, il faut regarder aussi le volume que ça prend. Exemple, une des matières qui est vedette dans les écocentres, c'est les néons. Les néons, on en a, c'est épouvantable, ou plutôt, c'est le grand bonheur, devrais-je dire, mais ça n'a pas de poids, ça ne pèse pas. Mais ça demande toute une logistique, ça demande une séparation des ampoules, de l'emballage, de la palettisation, etc., etc. Ça, c'en est un exemple. On a les matières organiques, à notre grand bonheur, qui sont en augmentation totale catégorie. On parle d'une hausse de 28 dans cette catégorie-là. Toutes les copeaux, les feuilles d'automne, les retailles de cèdre, le gazon. Fait que ça, c'est toutes des choses qui sont positives au niveau des écocentres. Là. Puis on parle tout de même de 82 260 entrées en 2016. C'est quand même pas mal de visites. 82 260 entrées, c'est des ça. Autos, ça, là. Ça, c'est aussi bien celui qui arrive avec un trailer, puis il va aller dans les conteneurs pour des matériaux de construction, ou celui qui arrive avec une télévision, de la peinture, là. C'est beaucoup. On est fiers. Et un autre impact qu'on devrait voir venir éventuellement, c'est celui du compostage. Donc, ça fait évidemment des années qu'on en parle, que les gens souhaitent, je pense, en tout cas moi je fais partie de ceux qui souhaitent avoir un bac pour composter. Peut-être pas, je sais que les gens parfois l'ont acheté eux-mêmes, suivent des cours, mettent ça en arrière du cabanon. Bien, moi je ne suis pas rendu là. Par contre, si j'ai un bac brun à la maison, c'est clair que je vais l'utiliser. Donc, c'est clair qu'il y aura un effet sur les ordures ménagères. Donc, en fait, une drôle de question, mais qu'est-ce qui fait que ça prend autant de temps avant qu'on arrive à ce que tout le monde ait son bac brun en avant de la porte, là? Bien, la première des choses, mettre le bac brun en avant de la porte, ça, c'est une chose. Mais il faut aller le faire traiter après. Ouais. Fait qu'actuellement, là, on serait obligé de traverser 2 ponts pour aller faire traiter le bac brun. Fait qu'au niveau écologique, là, c'est pas vraiment gagnant, là, je penserais pas. Fait que nous, on avait toujours dit que le bac brun, on le ferait traiter sur notre territoire. Fait que le dossier de plateforme de compostage avance. C'est des procédures qui sont longues. On a acquis les terrains en 2016. On a acheté la propriété. Maintenant, on travaille à monter le plan d'affaires. Là, vous avez un projet d'usine à Saint-Athanas, c'est ça? Oui, on a un projet d'usine de compostage à Saint-Athanas, oui. Bon, là, par contre, là, vous allez quand même entamer votre projet pilote avec Mont-Saint-Grégoire et l'île Sainte-Thérèse. Donc, ça pourrait commencer quoi, dès le mois d'août? Oui, au courant du mois d'août, début août, les 2 premières semaines d'août, ça va être la livraison des bacs qui va déjà commencer. Des 240 litres. Donc, un petit peu plus petit que celui à recyclage. Là. Exactement, 240 litres. La raison pour laquelle on va avec ce volume-là, entre autres, c'est parce la matière organique, c'est quelque chose de très lourd. Hein. Donc, quand on va avec un contenant, exemple, de format 360 litres, bien là, à un moment donné, quand le récipient est plein, là, ça demande une certaine charge, c'est du liquide. Donc, pour prévenir un peu... Là, Donc là, les gens de Saint-Grégoire et de l'île Sainte-Thérèse vont recevoir ça, quelque part au mois d'août. Le 240 litres, et ils vont avoir également le mini-bac de cuisine ainsi qu'une brochure d'information. Et là, on va ramasser ça quoi? Une fois par semaine, par 2 semaines? Comment ça va marcher? Une fois par semaine au début. On va essayer de suivre les collectes d'ordures ménagères. La même journée? Non, peut-être pas nécessairement la même journée, mais au même rythme que je veux dire. OK. Donc, une fois par semaine. Oui. Puis l'hiver, 1 fois ou 2 semaines. 1 fois ou 2 semaines. Bon. Oui. Et je ne sais pas si vous avez déjà vérifié avec d'autres villes, d'autres régions qui ont déjà amorcé ces processus-là. À quoi vous vous attendez? Parce qu'un projet pilote, ça sert un peu à ça. Ça sert, dans le fond, à regarder le comportement, comment les gens vont l'utiliser, comment ça va fonctionner. C'est quoi vos appréhensions ou vos attentes par rapport à ça? Bien, ce qu'on dit, c'est 300 kilos par ménage pour 1 an. Normalement, là, si ça serait performant, ça serait 300 kilos par porte. OK.
Mais on ne s'attend pas à ça au début, là. C'est un peu pour ça, en fin de compte, le projet pilote. C'est pour savoir à quelle fréquence les gens vont les mettre. Est-ce que, quand on va changer de saison, est-ce qu'ils vont participer autant? Est-ce que l'hiver, ils vont s'en servir? Est-ce qu'ils vont mettre juste des restes de table? C'est des choses comme ça qu'on veut voir, parce qu'on sait que l'été, on va avoir du gazon dedans, l'automne, on va avoir des feuilles, mais c'est parce que le compost, c'est une recette. Hein? Ça fait que c'est ça qu'on veut aller chercher. Là. On veut caractériser la matière. Le but du projet pilote, on va se le dire, c'est d'aller voir la quantité de matière, la qualité de la matière également, parce que le but, c'est de sortir quelque chose d'intéressant au bout. On veut avoir un beau compost qui va être attrayant. Et c'est de voir la participation citoyenne aussi, parce que tout part de là, on ne s'en cachera pas. Et de tester aussi les outils de communication pour s'assurer que vraiment le citoyen est vraiment pris en charge, qu'il a confiance en le service, il sait quoi mettre, quoi pas mettre, que ça soit simple et agréable. Parce que c'est quand même une toute nouvelle logistique là, à s'approprier à la maison, telle que l'a été à l'époque la collecte du recyclage. Fait que c'est tout... Dans un point de vue financier, si on réduit l'enfouissement, mais que de l'autre côté, évidemment, on a une dépense pour la cueillette du compostage, est-ce qu'on atteint un point d'équilibre ou est-ce qu'ultimement, il y a quand même une dépense additionnelle à composter? Moi, je vous dirais qu'il y a une petite dépense additionnelle à composter. Oui. Bien, si on considère que la construction de l'usine et tout, on parle d'un projet de entre 15 à 16 millions de dollars d'investissement. C'est Compo qui fait la construction. Oui, il va y avoir un petit peu plus là, dans le montant. On ne pourra pas, mais c'est bon pareil. Sauf parce que qu'on va aller entrepayer pour enfouir ou entrepayer pour composter, le choix est facile. Là. Oui, le choix est facile, puis on va avoir la redevance de moins à payer au gouvernement et tout. Là. Parce qu'il y a des obligations gouvernementales liées à ça. Oui, d'ici 2020, il faut sortir 100 de la matière organique du bac vert. Actuellement, on serait censé en avoir sorti 60 ce qui n'est pas le cas. On est à 28 Parce qu'il y a des gens qui compostent eux-mêmes aussi. Oui, bien ça, c'est justement là, ça. On n'a pas cette donnée-là, mais nous, on a le 28 c'est ce qui rentre dans les écocentres. Là. Bon. Et une fois le projet pilote terminé, donc projet pilote d'une durée d'1 an, c'est ça? Ou à peu près? Qui pourrait s'étendre jusqu'à 18 mois. Ah oui, ah oui. Nous, on vise pour la construction, parce qu'il faut aller chercher un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Nous, on vise le deuxième moitié de 2018 pour la construction, puis la construction, c'est environ 6 mois. Bon. Mais on n'est pas capable de mettre, si, mettons, on a notre CA en novembre 2018, bon, on ne commencera pas la construction en hiver, ça va aller Mais ça s'en vient. Mais ça s'en vient. Oui, puis je peux même renchérir que les gens l'attendent. Oui, tout à fait. Compo Richelieu a eu son kiosque au Salon d'été, qui était un salon très prisé là, dans la région. Je peux vous dire que les citoyens, plusieurs nous ont fait part qu'ils étaient déçus que leur secteur n'ait pas été choisi. On va devoir déménager à l'île Sainte-Thérèse. Tout le monde à l'île. Tout le monde à l'île ou à Saint-Grégoire. Ou à Saint-Grégoire. Bien, vous deux, merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on reçoit le député fédéral de Saint-Jean, Jean Rioux. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Parlons des différents enjeux fédéraux pour le comté de Saint-Jean avec le député Jean Rioux. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir. Vous êtes en pause parlementaire Exact. et non pas en vacances. Exactement, parce qu'on rattrape le temps où on est absent dans le comté, principalement depuis que je suis secrétaire parlementaire. Je suis absent le vendredi, donc j'ai des horaires chargés lorsqu'on a une relâche parlementaire. Il faut le dire également, les gens ne le savent pas toujours, mais un député fédéral est, disons, réquisitionné beaucoup plus longtemps dans l'année au Parlement qu'un député provincial. Oui. On est, dans mon cas, c'est 5 jours semaine. Ouais. Et l'horaire aussi, on commence à 10 heures le matin, minimum 6h30. Et souvent, ça se prolonge. Comme exemple, le 29, quand je retourne, on a les crédits pour la défense. Donc, on sait que c'est jusqu'à minuit. Il y a plusieurs mois dans l'année. Là. Exact. Bon. Bref. Quand vous retournez dans le comté, de quelle façon maximisez-vous justement votre horaire quand vous êtes ici localement? Comme ce n'est pas la majorité du temps que vous êtes dans le comté, là, comment vous gérez ça? Il y a un agenda serré qui est principalement orienté les rendez-vous pour les cas particuliers et aussi les organismes et aussi les conseils de ville, les représentations municipales que l'on reçoit. Puis évidemment, un peu de rencontres sociales, là, les activités où on est invité. Quelles sont, vous parlez justement des demandes qui viennent des villes. Bon, évidemment, la principale ville de votre comté, c'est Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est la plus grosse, la plus populeuse. Quelles sont les demandes du conseil de ville à l'égard des enjeux fédéraux dans le comté de Saint-Jean? Quand le maire Fecteau vous appelle, là, il vous demande quoi? Quels sont les besoins de la ville? Bon, les besoins ça, peuvent être économiques. Souvent, c'est des entreprises qui veulent venir investir ici. Donc, on regarde qu'est-ce qu'il y a disponible de subventions, d'avantages qu'on peut donner à ces entreprises-là pour les attirer dans notre région. Et je peux dire que là-dessus, le Conseil économique, le Centre d'aide aux entreprises et la municipalité, et on travaille ensemble d'un commun accord là, dans ces dossiers-là. Je peux dire qu'il y a une très bonne relation. Ça peut être aussi, dernièrement, le problème qu'on a eu des hélicoptères dans la région, où on a été en contact dès le début. On a regardé directement à Ottawa, on travaillait avec le cabinet, savoir s'il y avait des alternatives. Et à partir de ça, la Ville a entamé le processus de créer un conseil. Et suite, après un an, ce conseil-là va donner un rapport au ministre. Et le ministre, à ce moment-là, pourra changer la réglementation ici au niveau de la région. Bon. Parlant de l'aéroport, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est chaud depuis quelques semaines, quelques mois. En fait, ça a parti l'été dernier, lorsqu'il y avait un projet d'école de pilotage. Finalement, l'école n'est jamais venue. Mais au travers de ça, les gens de Saint-Edmond-Saint-Lucien se sont regroupés, comme ils l'avaient fait il y a peut-être 20 ans. Puis là, bien évidemment, il y a les planeurs qui parfois sont agaçants, pas les planeurs en tant que tels, comme les avions remorqueurs des planeurs, et les fameux hélicoptères. On sait que la Ville a passé une résolution pour restreindre l'horaire, mais en même temps, même si la Ville est propriétaire de l'aéroport, ce qui se passe dans les airs est de juridiction fédérale. Donc, quand bien même la Ville dirait « on ne veut pas d'hélicoptère le dimanche de 9 à 5 », c'est NAV Canada qui gère tout ça. Je sais que le maire Fecteau a dit d'ailleurs publiquement au dernier conseil qu'il avait envoyé une lettre à votre collègue, le ministre Marc Garneau. Qu'en est-il de cette lettre? Avez-vous eu des échos par rapport aux demandes de la Ville? Bon, il y a eu, comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu des démarches qui ont été faites dès le début avec le cabinet pour savoir si c'était de l'entraînement, si c'était pas autorisé. Puis ça, il regarde, il y a encore une piste. Mais la principale piste qui a été envoyée, c'est d'établir un processus avec un conseil qui vont demander des changements au niveau fédéral. Donc, et ça, ce processus-là est entamé et le conseil, s'il n'a pas été nommé, va être nommé incessamment. Et à partir de là, le ministre va pouvoir faire des changements au niveau de la réglementation. Donc, le processus y est entamé et je pense qu'il y a une bonne relation là, entre le fédéral puis la municipalité pour arriver. Mais il reste toujours la piste qu'on regarde, c'est de l'entraînement qui pourrait peut-être amener un déroulement là, plus rapide. Donc, on est en mode résolution. Quel est votre propre positionnement quant à l'avenir de l'aéroport? C'est quoi le juste équilibre entre avoir une activité économique, oui, mais pas trop dérangeante non plus pour les citoyens qui habitent à proximité? Bon, il y a un projet qu'on travaille depuis quelques mois, c'est le développement finalement de devenir un centre de drones. On sait que les drones, c'est pas bruyant et ça peut pas se faire, l'entraînement, que ce soit des nouveaux projets. Il y a
il y a quelques entreprises qui regardent pour venir s'établir ici. Donc, on en a fait un critère, le nouveau terme à la mode, on aimerait avoir un cluster des drones ici, et ça semble bien cheminer. Je pense que le développement industriel semble être une piste intéressante. On regarde le dossier des avions amphibies qui est dans un des principaux hangars qui est en développement, qui est un projet où il y a 30 millions qui ont été investis jusqu'ici, et il reste une dernière étape à franchir, c'est-à-dire rédaction des documents. On parle d'1,5 million, et on regarde au fédéral comment on pourrait les aider à terminer ce projet-là. Et on parle d'une 60aine d'avions qui seraient construits ici à Saint-Jean et autour de plus d'une centaine d'employés qui pourraient travailler dans cette nouvelle entreprise. Dernière question sur l'aéroport. Quand le maire Fecteau dit, et c'est sa position à lui, il dit « Tant que je vais être maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, je ne voudrais pas d'école de pilotage, parce que ça implique beaucoup de poser, décoller, des touch and go. » Vous, Jean Rioux, député fédéral de Saint-Jean, vous en pensez quoi? Bien, le respect de la volonté municipale. Je pense que si la volonté municipale, c'est de ne pas avoir d'école, je suis là pour les appuyer. Donc, je pense qu'eux vivent près des citoyens. On dit que c'est le gouvernement de proximité. Donc, moi, je suis au service de la municipalité, faire évoluer les dossiers à Ottawa. Donc, je vais respecter la volonté du conseil municipal. Ça, c'est évident. Bon. Côté militaire, garnison ou principalement collège militaire, qu'en est-il maintenant des projets universitaires, évidemment, pour le collège? Bon, ici, des bonnes nouvelles. Garnison, je vous dis, l'année passée, la formation a augmenté de 4 500 à près de 6 000 par année. Ce qu'on parle, tous les recrues viennent ici à Saint-Jean pour une formation de 3 mois. Donc, je vous disais, à peu près tous les militaires, là, quand je les rencontre, on a un lien commun, le comté de Saint-Jean, parce qu'ils ont passé leur début de leur carrière. Au niveau du collège militaire, là aussi, on a fait du recrutement cette année. On devrait avoir une centaine d'élèves cadets de plus cette année. C'est ça, le recrutement, donc, est important. Et la raison, c'est qu'ils s'attendent, ces gens-là, à pouvoir continuer leur formation ici, au collège universitaire de Saint-Jean. On pourrait parler de quoi, de septembre 2018? On va, tout le détail du projet va être dévoilé le 7 juin dans la nouvelle politique de défense du Canada. Donc, tous les paramètres, on va les retrouver dans ce document-là. Donc, ça s'en vient. Et ça va se faire sur des bases très solides. Bon. Côté Parc Canada, d'ailleurs, plusieurs se questionnent. Je suis allé faire une balade avec le bateau, le Missisquoi, qui est ici là, pour quelques semaines. Quand on est évidemment sur la rivière et on voit l'ampleur des travaux entre le bateau, justement, la rue du Quai et le Nautique, il y en a plusieurs qui se questionnent. C'est quoi les travaux? Qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont en train de refaire. Les gens se supposent toutes sortes de questions. Il y a quand même des travaux importants là, qui sont tenus par Parc Canada ici. Oui, effectivement. On parle de travaux d'autour de 27 millions. Oui. Finalement, c'est pour s'assurer, c'est l'infrastructure qui cédait, qu'il fallait s'assurer. Finalement, on sait la force de l'eau, des vagues et ainsi de suite. Donc, on était rendu à cette étape-là de faire ces travaux. Et par contre, même s'il y a des travaux, la voie reste accessible et ainsi de suite. Puis aussi, ça me permet de vous rappeler que cette année, les activités à Parc Canada vont être gratuites dans le cadre du 150e anniversaire du Canada. Bon. Un autre aspect dont on parle peut-être un peu moins, au niveau des douanes. Moi, je regarde dans mon entourage, bien des gens se disent « Ouais, est-ce qu'on va aller aux États-Unis cette année? » Il semble qu'on a des amis, des connaissances qui se font achaler, disons, par les douaniers américains, se font demander leur téléphone cellulaire, presque leur mot de passe pour vérifier leurs contacts Facebook, etc. C'est beaucoup plus intrusif comme question de la part des douaniers américains. Évidemment, ça, vous ne le contrôlez pas, ce n'est pas votre gouvernement. Mais en même temps, dans vos relations entre le Canada et les États-Unis, est-ce qu'il y a des... Et surtout qu'on est un comté frontalier, le transport des personnes et des marchandises entre le Canada et les États-Unis, c'est quand même assez vital dans notre communauté. Quelles sont les demandes que le gouvernement du Canada fait auprès du gouvernement américain pour, disons, alléger le passage à la douane? Bon, on essaie de maintenir. Mais jusqu'ici, je pense que les cas que vous évoquez sont plus des cas d'espèces, de ce que je peux savoir, parce que le ministre en a parlé à la Chambre des communes. Et il ne semble pas y avoir plus de demandes, d'exigences qu'on pouvait connaître par la suite. Il y a des cas qui ont été beaucoup plus médiatisés. Mais les statistiques qu'on a présentement ne semblent pas aller dans ce sens-là. Et si je me fie, moi, au terrain, ce n'est pas quelque chose que j'entends
parler, là. Peut-être que d'en avoir parlé ce soir, qu'il y en a plus qui vont se manifester. Non, mais honnêtement, ce n'est pas une préoccupation là, sur le terrain. Bon. Et concernant le fameux prolongement de l'autoroute 35, on sait qu'il y a une portion fédérale qui a d'ailleurs été promise par votre gouvernement. Est-ce que le gouvernement du Québec vous avez tendu la main, mais est-ce qu'il y avait une main à l'autre bout pour... Oh, au fédéral, on est là. Avant de venir à l'émission, j'ai appelé au ministère des Infrastructures pour avoir... Le dossier est présentement au statu quo. C'est-à-dire que c'est un projet prioritaire. Ça a été déposé à Ottawa en nous disant, oui, c'est un des projets qu'on veut réaliser. Ce qui manque, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, là, le business case, nous dire combien ça va coûter, quand ils veulent le faire, et le montant et aussi le tracé, nous le démontrer. Donc, c'est cette partie-là qui manque. Mais ce que j'entends de Québec et autant d'Ottawa, c'est un projet que tout le monde veut réaliser. Donc, il s'agit d'un arrimage là, qui manque et qui va arriver. Et nous sommes prêts à Ottawa. Je peux vous dire ça, on l'attend. Et bien, j'ai eu des discussions dans le dernier mois avec le ministre Fournier, qui est en charge des relations interprovinciales avec Ottawa. Et aussi, j'ai des discussions avec le député parrain, M. Poetti. Donc, c'est un projet qui a une volonté politique, autant de Québec que d'Ottawa. Et je serai le plus heureux qu'on puisse annoncer la contribution du fédéral. Jean Rioux, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Dimanche 4 juin, 10h à 14h au Carrefour Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu au profit de Lucan. C'est le défi Tête rasée. Si ça vous intéresse, bien sûr, obtenez tous les renseignements. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. L'émission est également diffusée. Vous pouvez la retrouver sur notre site Internet. Chaque dimanche matin, 9h30, en direct, c'est 3 500 $ en prix. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Vous allez avoir la liste sur tvhr9.com. Également, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel, plus facile, plus rapide. Si vous avez des commentaires, des suggestions d'entrevues, des sujets, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Et puis, bien sûr, l'émission que vous regardez en ce moment est diffusée à tous les jours de la semaine et bien sûr en rappel le dimanche entre 16 et 18h30. Notre prochain rendez-vous, c'est demain.